Je suis souvent en Creuse, dans le Limousin. Et en Creuse, dans le sud du Limousin, vers le lac de Vassivière, se trouve une petite commune, Jansiou, commune de tradition de gauche laïque, comme le territoire de l'ancienne Marche en compte beaucoup. Et au centre de la place de Jansiou, il y a ce monument très célèbre où j'emmène tous mes amis qui passent en Creuse, un monument avec un enfant en blouse, le poing levé, maudite soit la guerre. Et pendant longtemps, les autorités militaires ne venaient pas le 11 novembre, le 14 juillet, s'incliner. Et j'ai connu il y a quelques années le revirement qui a fait que les autorités pouvaient venir rendre les honneurs devant ce monument qui vous prend à la gorge quand vous le voyez. Je fais le lien avec ce que M. Loeuf vient d'expliquer. Alors je vais vous parler d'une chose moins tragique et tout aussi préoccupante dans la République. Et je pars à 29, c'est facile. Je ne passerai pas 19 heures. Je vais vous parler du fonctionnaire et pour ça, on va allumer la télévision. On va allumer la télévision allemande d'abord. Grande émission en Allemagne, un officier de l'armée de l'air allemande, et c'est titré « J'ai tué 164 personnes pour en sauver 70 000 ». C'est une émission participative où on expose le cas de ce pilote de l'armée de l'air qui sait qu'un Airbus a été détourné, qui va s'écraser, d'après ce qu'on sait, sur le stade de Munich où 70 000 personnes regardent un match. Et le pilote n'a pas d'ordre très net et il prend sur lui d'ouvrir le feu sur l'Airbus. Il tue les passagers pour en épargner 70 000. Et c'est une émission qui a fait vraiment beaucoup de bruit et de fureur en Allemagne, qui a été portée au théâtre avec un très grand nombre de représentations. Et la presse allemande donne le résultat de la consultation qui avait lieu, non pas dans l'émission de télé, mais à la fin de chaque représentation théâtrale, un peu comme Robert Hossein, vous savez, est-ce qu'il faut gracier le Christ ou pas, enfin bon. Alors là, c'est est-ce qu'il a eu raison d'ouvrir le feu ou pas? Et sur 450 représentations, je vous laisse deviner le résultat, c'est très significatif, 88 000 ont dit innocents, 59 000 coupables. Moi, je ne sais pas ce que j'aurais voté, mais ce que je sais, c'est que si tout, dans une société très développée avec du terrorisme, etc., si les officiers prennent le libre commandement d'ouvrir le feu sans aucune référence dans des drames comme ça, on peut avoir des difficultés. Maintenant, j'ouvre la télévision britannique et j'apprends en 2016 que Anthony Jay est mort. Anthony Jay, c'est le génial créateur de la série qui me fait encore rire 20 ans après, Yes Minister, qui a caricaturé, Madame Thatcher disait que c'était son émission préférée, qui caricaturait toute une série de fonctionnaires de responsabilité. Permettez-moi de vous préciser que je n'emploie jamais le terme haut fonctionnaire, comme s'il y avait des bas fonctionnaires. Il y a des bas fonds, mais il n'y a pas de bas fonctionnaires. Et donc qui caricature les fonctionnaires de responsabilité en les montrant tels que les hommes politiques les voient et en montrant les hommes politiques tels que voient les fonctionnaires. Et Yes Minister, c'est ceux qui disent toujours oui. Est-ce qu'il faut... Oui, Madame la Ministre. Est-ce qu'on pourrait... Oui, Monsieur le Ministre. Est-ce que... Yes, Minister. L'administration, ça n'est pas ça. Mais vous voyez que je plante déjà le décor. Alors, moi, je me sers beaucoup pour comprendre le fonctionnaire du XVIIIe siècle. Et une de mes bibles, avec les œuvres complètes de D'Aguesseau, qui sont au-dessus de mon bureau, c'est Domat, avocat du roi 1756, dans son livre « Droit public contenant les matières qui se rapportent à l'ordre général d'un État et les règles des fonctions et des devoirs de toutes sortes de professions par rapport à cet ordre ». J'aime assez les titres langoureux. Et il écrit en 1756 déjà le régime de l'ordre illégal. Simplement, ce n'est pas la République, c'est Dieu. Enfin, il faut... Ainsi, chaque particulier doit l'obéissance aux lois mêmes et aux ordres qui seraient injustes, même aux ordres qui seraient injustes, pour que de sa part, il puisse sans injustice les exécuter et y obéir. La seule exception... 1756. La seule exception qui peut dispenser de l'exactitude de cette obéissance est bornée au cas où l'on ne pourrait obéir sans désobéir à la loi divine. Alors, aujourd'hui, notre loi divine, elle ne me quitte pas, en principe, je l'ai toujours sur moi, c'est la Constitution de la République française, et je la pose, elle ne me quitte jamais. L'exception est là. Alors,
je dois dire tout de suite que, en ce moment, c'est de mode de désobéir. On n'est pas du tout dans le tragique que vient de décrire de manière très intéressante M. Loeb. C'est incroyable qu'un parti qui a fait le score que l'on connaît soit le parti des insoumis. Pour prendre le pouvoir, on commence par dire « je suis le parti des insoumis ». Il y a un livre de Thierry Pêche qui vient de sortir, « Insoumission, la France ». Bon, n'importe quelle émission de télévision ne va pas s'appeler « Le devoir pour chacun ». L'émission la plus respectueuse qui se couche devant le capitalisme le plus sauvage, il faut qu'elle soit cache, investigation, transgression, etc. Pour vous répéter de l'eau tiède. Il y a une mode de la désobéissance. Et le plus drôle, si je puis dire, c'est, ne me dites pas que vous lisez pas Elle, parce que je ne vous croirai pas, moi je le lis. Et dans le dernier numéro de Elle, à la rubrique livre, il y a Taureau sur le droit de la désobéissance entre un parfum et une fringue moderne. Voilà, le droit de la désobéissance est intégré par une espèce d'opinion majoritaire qui, pour moi, est très bien résumée dans Elle et ses sondages d'été. Est-ce que vous êtes prêts à aller sur la plage ? Donc, je vais être très audacieux. Je vais faire l'éloge de l'obéissance. Parce que l'obéissance est une nécessité. Il y a une grandeur de l'obéissance. Moi, en tant que conseiller d'État, je salue mes jumeaux, qui sont les préfets, dont le travail est un travail d'obéissance, bien comprise, avec des risques, le fait de pouvoir être chassé de son poste à tout moment. C'est une condition de l'institution. Je défends l'institution, c'est-à-dire une création juridique opérée volontairement par les citoyens, l'institution, le Parlement, les archives nationales, le Panthéon, le lycée, le Conseil d'État. Ça peut être rayé de la carte d'un moment à l'autre. Les institutions, c'est rare qu'on les défende vraiment. Mais elles sont fondées sur l'obéissance, c'est-à-dire que toute personne qui sert une institution sait qu'elle est la partie d'un tout et qu'elle n'agit pas en son nom seul. Obéissance pour les militaires, dans la loi du 24 mars 2005, ça rime avec des mots qui ne sont pas péjoratifs: discipline, disponibilité, loyalisme, neutralité. On obéit à ses chefs et pas à tel courant religieux, philosophique, syndical, etc. Responsabilité, les Britanniques diraient accountability, et là tout le monde dirait « ah, l'accountability, c'est formidable ». Servir n'est pas se soumettre, écrivait le Conseil d'État, le vice-président du Conseil d'État dans le colloque Faire des choix sur les fonctionnaires de responsabilité entre 1933 et 1942 dans les démocraties et les États passés au totalitaire. Alors, bien sûr, je suis, comme les autres, conscient des déformations de cette belle obéissance et de ses enflures. Génie, dans l'art français de la guerre, parle de l'odeur de l'obéissance. Et c'est très... Quand on a servi des longues années, comme moi, dans l'appareil d'État, on sait ce que c'est, Génie. Mais la peur n'est qu'un prétexte que l'on se donne pour obéir. Le plus souvent, on préfère obéir. On ferait tout pour être ensemble, pour baigner dans l'odeur de trouille, pour boire l'excitation qui rassure, qui chasse l'horrible inquiétude d'être seul. Les fourmis parlent par odeur. Elles ont des odeurs de guerre, des odeurs de fuite, des odeurs d'attirance. Elles y obéissent toujours. On a toujours un peu de fourmis en nous. Ou bien Scarpinato, dans Le Retour du Prince, l'étude de l'influence sur la mafia dans l'État italien, et ceux qui ne disent mot devant la mafia et qui feraient bien de désobéir à la mafia, mais qui ne bougent pas et acceptent les ordres de la mafia au lieu d'accepter les ordres d'État. Obéir sans mot dire, offre la garantie de conserver sa place dans le cercle de ceux qui comptent et de réaliser de brillantes carrières. La désobéissance et la critique tiennent à l'écart. La culture de l'obéissance s'illustre également dans le monde de la communication. Et il faut faire l'histoire, un jour peut-être des historiens le feront, des hommes de presse et de communication bousculés, licenciés, parce qu'ils ont désobéi à l'orientation de leur journal. Dans le livre de Scarpinato, on parle de Berlusconi licenciant Enzo Biaggi sans réaction de ses collègues, alors que c'était un journaliste très connu. Et j'oublie pas le licenciement, il n'y a pas d'autre mot, du directeur de Paris Match sur l'intervention du président Sarkozy pendant sa présidence. C'est des choses qui sont vite oubliées, alors que pour un Scandinave, par exemple, c'est absolument inimaginable. Alors, cette culture de l'obéissance, on peut la trouver fondatrice pour l'État, et l'État, finalement, c'est la construction juridique, encore une fois, que nous avons bien voulu construire, on peut le démonter,
Et alors, il y a ceux qui se vantent de n'avoir jamais eu la culture de l'obéissance. Ça, c'est les vrais rebelles, Jean-Paul Sartre dans Les mots. Je ne suis pas un chef, ni n'aspire à le devenir. Commander, obéir, c'est tout un. Mon commentaire, c'est qu'il a parfaitement raison. Je reprends. Le plus autoritaire commande en donne un autre. D'un parasite sacré, son père transmet les abstraites violences qu'il subit. De ma vie, je n'ai jamais donné d'ordre sans rire, sans faire rire. C'est que je ne suis pas rongé par le chancre du pouvoir, on ne m'a pas appris l'obéissance. Fin de citation. Alors ça, vous soulevez une salle là-dessus, mais ensuite, il faut faire vivre le pays. Et ce n'est pas les Sartres qui font vivre le pays. Ils lui donnent son honneur, et quelquefois, ça sont brillants. Donc je vais vous parler de l'obéissance et de la désobéissance avec 4 étapes. Premièrement, le désaccord avec le supérieur. Deuxièmement, la déloyauté vis-à-vis du supérieur. Troisièmement, la désobéissance à l'ordre légal. Quatrièmement, la réaction à l'ordre illégal. C'est les 4 modèles dans lesquels le fonctionnaire, un jour ou l'autre, peut se trouver. Ne m'en voulez pas si je prends mes exemples qui vont un peu vous surprendre. Mais quand ça vous surprendra, ça sera des exemples métaphoriques. Le premier chapitre, le désaccord avec le supérieur. Il y a une manière de vivre le désaccord avec le supérieur qui peut être soit vulgaire, soit héroïque. Dans première manière de désaccord, la manipulation du supérieur. On prend le commandement sans que le supérieur s'en aperçoive. Si vous lisez Le Crabe aux pinces d'or, vous voyez la première apparition du capitaine Haddock, et c'est très net que dans le navire Karaboudjan, Alan, le second, a pris le contrôle du navire. Il a entretenu son supérieur dans son vice, l'alcool, et le capitaine est annihilé, au sens physique du mot. Et c'est Tintin qui veut dire « tuer capitaine ». Et la désobéissance au chloroforme qui gomme le capitaine. Je pourrais donner des exemples qui ne seraient pas du tout métaphoriques. Le deuxième méthode de désaccord avec le supérieur, c'est l'objection technique au supérieur. « Ah non, vous ne pouvez pas faire ça ». Si vous lisez L'oreille cassée de Hergé, vous avez le général Alcazar qui a décidé de nommer Tintin colonel aide-de-camp. Ça, c'est une autre responsabilité. Mais il y a déjà un fonctionnaire dans la place, le colonel Diaz, qui n'a pas du tout envie d'une autre promotion. Alors, voilà ce qu'il dit. On croirait une sortie d'ENA aujourd'hui. Je trouve ça formidable. C'est Diaz qui parle, un peu jaloux de la promotion de Tintin. Mais ne pensez-vous pas, mon général, il s'adresse à son patron, qu'il vaudrait mieux le nommer caporal ? Nous n'en avons que 49, alors qu'il y a déjà 3487 colonels. Il me semble que je fais ce qui me plaît, dit le général. Je suis le maître. Mais puisque vous estimez que nous avons trop peu de caporaux, je vais augmenter leurs effectifs. Colonel Diaz, je vous nomme caporal. Fin de citation. La désobéissance est risquée. Et pour ne pas se faire diazifier, beaucoup de fonctionnaires sont prêts à des concessions grossières et à se taire. La troisième méthode pour le désaccord avec le supérieur, c'est le silence opposé au supérieur. Sommes-nous obligés de courir, de rire, d'approuver silencieusement le supérieur quand il dit des bêtises ou des barbarismes ? Dans Ce que j'ai voulu taire de Sandor Maraille, il y a un paragraphe que je cite à beaucoup de générations de fonctionnaires, le silence qui tue. Il y a un silence courageux chez le fonctionnaire, le silence qui n'approuve pas. Moi, j'ai commencé mon administration où le soir d'une élection présidentielle, le préfet avait sorti le champagne, il l'avait sorti quel que soit le candidat gagnant, parce qu'il était toujours du côté du gagnant. Et je me souviens, moi, jeune fonctionnaire, j'éprouvais absolument pas le besoin de sabler le champagne pour ce candidat-là. Et donc, je suis resté de marbre, et le préfet l'a vu, et ça l'a un peu déplu. Il y a des silences qui sont des désobéissances déjà, très significatives. Alors, chez Sandor Maraille, ça donne... Plus tard encore, j'ai compris que le fait de se taire était une réponse en soi, à l'instar de la parole et de l'écrit. Parfois, se taire n'est pas la réponse la moins dangereuse. Rien n'irrite autant l'autorité qu'un silence qui la nie. C'est génial. La non-approbation et la non-célébration de son patron, c'est-à-dire le refus d'une complicité
absorbante est la première étape du divorce. Et le quatrième moyen de désaccord avec le supérieur, c'est le refus adressé au supérieur. Le refus calme, il n'y a pas d'ordre illégal, tout va bien, mais je ne ferai pas ça. Quand Madame Popelin, directrice de la maison d'arrêt de Villepinte, que je faisais visiter à ma section il y a 6 mois, décide qu'elle ne prendra plus de nouveaux détenus parce qu'elle est à 181% de taux de surpopulation pénale, elle pose un grave problème à ses supérieurs, aux magistrats. Ils vont les envoyer où, les détenus? Est-ce qu'on va faire en sortir un détenu pour en faire rentrer un autre, là, selon le système des vases communicants que certains recommandent? Donc le refus adressé aux supérieurs, à mes yeux, peut être un cri d'alarme très utile. D'ailleurs, dans ce cas-là, les administrations ont répondu, n'ont pas dit « cette dame agit mal ». Ils ont tous admis qu'elle agissait de manière intéressante. Mais c'est que quand on fait une objection au supérieur en disant « je ne peux pas exécuter cet ordre », je recommande moi toujours d'apporter une solution autre. Tu me commandes A, je te dis que je ne crois pas que ça soit possible. Et je ne ferai pas A, parce qu'il y a B ou C. Il y a une ministre, il y a quelques années, qui a fait un livre « Non, Madame la ministre ». Elle racontait que tous les fonctionnaires lui passaient son temps à lui dire « c'est pas possible, c'est pas légal, c'est pas financé ». Le fonctionnaire donne, vis-à-vis de l'objectif de son ministre, une autre solution. C'est pour ça que dans mon traité de déontologie de 2012, à côté de l'obligation de réserve que nous connaissons tous, je recommande, j'ai fait une petite théorie de l'obligation de non-réserve. Et à commentaire, il y a quelques années, j'ai traité du devoir de parler. Le fonctionnaire a un devoir de parler. Le silence peut être lâche. C'était mon premier chapitre, le désaccord avec le supérieur. Le deuxième chapitre, c'est la déloyauté et même la trahison. C'est-à-dire le refus, mais dissimulé. Alors que le chapitre que je viens de traiter, c'est les yeux dans les yeux. Alors la dissimulation, on pourra en parler des heures, c'est une désobéissance qui n'est pas toujours là non plus héroïque. Je vous donne ces techniques et puis elles peuvent être ensuite utilisées de bonne ou de mauvaise manière. La première technique de déloyauté, c'est l'inertie, le retard. C'est les mémoires d'un préfet de police de l'Empire qui racontait que quand un policier n'était pas content de l'ordre qu'on lui donnait pour aller arrêter quelqu'un, il montait l'escalier tellement fort qu'il ne trouvait jamais personne quand il arrivait. C'est une déloyauté classique, parce que j'ai respecté l'ordre. Je suis allé essayer d'appréhender la personne, et ça peut être héroïque quand c'est une famille juive polonaise et qu'on est en 1941 et que le policier monte en tapant des pieds. Donc, vous voyez, c'est toujours l'esprit de finalité. La fonction publique, ce n'est pas une mécanique. Il faut réfléchir à la finalité. Je reviendrai là-dessus en concluant. Donc, l'inertie, le retard, le fait de prendre ses précautions. Dans le romancier cubain Padura, que vous avez peut-être lu, qui est un très beau romancier de polar, il décrit comment un policier, on lui dit « bon, ça y est, cette affaire, la hiérarchie vient lui commander de faire disparaître cette affaire. Elle est classée, tu t'en occupes plus. » Et lui, il pense qu'elle n'est pas élucidée. Alors, il la classe, il obéit, mais il ne détruit pas les documents. Donc, il désobéit partiellement, vous voyez ? Ça, c'est le type même de la déloyauté. Parce qu'en haut, on croit que l'affaire a complètement disparu. Et c'est vrai qu'elle est classée. Mais 10 ans après, on reprend l'enquête et ça fait mal. Le fait d'enregistrer les ordres et de prendre du retard pour les exécuter. Dans un établissement dont je préside le conseil d'administration en ce moment, l'autre jour, j'ai voulu envoyer un communiqué à tous les membres du conseil, tous les membres de l'établissement. Et ça ne plaisait pas au bureau qui était chargé de diffuser. J'ai eu droit à toutes les objections. J'en ai fait la liste. Ah oui, c'est très intéressant le communiqué, mais ils n'avaient pas à juger si c'était intéressant ce que le président du conseil d'administration voulait envoyer. C'était est-ce que vous êtes vraiment compétent pour le faire? Puis ensuite, est-ce qu'il y a eu les consultations préalables? Puis est-ce que ça a été traduit en anglais? Et puis est-ce que la date est bien choisie? Et puis quelle publicité à ce message? Et encore, tout juste, ils ne commentaient pas la qualité des lettres et des caractères que j'utilisais. Donc, c'est vrai qu'il y a une espèce de déloyauté toujours possible. Le fait de ne pas comprendre les ordres, le film SAS de Boisset est terrible quand le lieutenant dans la guerre d'Algérie est dans la vallée, et puis il y a deux jeunes qui pourraient être mes enfants, qui sont sur la colline là, avec leurs fusils, ils arrêtent
un combattant Félaga ou algérien, comme vous voulez. Et ils appellent à la radio le lieutenant qui est en bas. Il dit, qu'est-ce qu'on fait? On a arrêté un rebelle. Et le lieutenant qui est pris par autre chose dit, descendez-les. Et voilà. Et les deux soldats qui ne sont pas du tout des bourreaux, ils disent, comment, descendez-les et éduqués à l'obéissance, ils abattent bon, là aussi, c'est métaphorique, mais ne pas comprendre l'ordre ou donner des ordres ambigus peut être tout à fait favorable à la déloyauté. Et puis, il y a laisser le supérieur aller se fracasser dans le mur. Là, je vous conseille de lire Auguste de Christa Wolf, la grande romancière de l'Allemagne de l'Est, qui a une scène dans un hôpital 1944 en Allemagne où il y a le tour des malades et il y a un médecin nul. Et l'infirmière est derrière, elle sait ce qu'on devrait faire aux malades. Elle voit tout de suite avec la feuille de température, etc. Elle se garde bien de faire le moindre geste pour sauver le médecin. Elle le laisse sombrer, elle a la science, mais elle laisse couler. Ça, c'est la déloyauté terrible, parce que c'est une désobéissance, parce qu'on n'aime pas le supérieur. On le laisse couler, et avec lui, les malades. Et elle ne bouge pas. Quand elle fera son tour, peut-être elle-même, elle prendra les décisions. Mais c'est très courant, le syndrome Auguste. Deuxième manière de déloyauté, alors là, la trahison du supérieur, carrément. On fait le contraire, on le débine. On a marché sur la Lune, vous avez un superbe exemple de déloyauté de collaborateurs. Le valeureux Wolf, le fonctionnaire parfait du service spatial, là, bon, il est tombé sous l'emprise du colonel Boris. Mes créanciers me harcelaient, j'étais pris dans un engrenage, j'ai fini par céder, un espion. Voilà ce que j'étais devenu. Un jour, tout de même, je me suis révolté. On va le retrouver, il aura un sursaut pour sauver l'équipée lunaire. Mais c'est le type même du fonctionnaire qui a craqué et qui est passé sous une autre dépendance de celle à laquelle il doit obéir. Et je rappelle que Bismarck fait condamner en décembre 1874 à 3 ans de prison le comte d'Arnim, ambassadeur à Paris d'Allemagne de 1871 à 1873, accusé d'avoir désobéi. Et Gambetta, qui savait ce que c'était que l'État et qui savait ce qu'était le rapport d'obéissance et de désobéissance, écrit à Arthur Rank, l'homme fort de la Troisième République, qui a animé beaucoup de personnes et qui était témoin au duel de Georges Picard quelques années plus tard. Il écrit à Arthur Rank en disant « faut suivre le procès d'Arnim, parce que c'est toute une théorie de l'État sur l'obéissance et la désobéissance. » Et Arnim prendra de la condamnation pénale. Troisième chapitre, le refus de l'ordre légal ou la clause de conscience. Le refus de l'ordre légal, c'est, comme son nom l'indique, c'est un ordre conforme à la légalité. Je prends la légalité au sens large, y compris à la Constitution. Donc, en principe, on devrait le respecter, mais pour certaines raisons, on dit non, ça, selon ma conception, je ne peux pas le faire. Alors, c'est beaucoup plus sensible pour les États démocratiques, si je me resitue dans la même évocation que vous disiez, le titre. C'est très sensible dans un État démocratique, la clause de conscience, parce que c'est conscience contre conscience. Alors, d'une certaine façon, une élection, on le connaît aujourd'hui, c'est conscience contre conscience. Vous choisissez. Bon. Alors, si chacun y va de sa conscience, c'est un peu compliqué. Dans la trilogie, qui est un de mes ouvrages préférés de Miklós Banfi, sur l'Empire austro-hongrois vu de la Hongrie roumaine, le Premier ministre de la Hongrie est mis en cause. On est dans la fin du XIXe siècle. Il y a des troubles au Parlement et il fait appel à la garde. Alors voilà ce que ça donne. Alors les députés de l'opposition, quand le Premier ministre appelle la garde, les députés de l'opposition se tournent vers les gendarmes, leur expliquent que le serment qu'ils ont prêté en entrant dans l'armée est nul et non avenu. Par une superbe harangue, ils les invitent à se révolter. C'est le premier cas d'incitation des militaires à la désobéissance. Les militaires sont souvent la force, c'est l'objet de mon dernier livre, la force est souvent sollicitée pour ne pas obéir ou infléchir son objet, ses objectifs. Et ce n'est pas toujours facile pour un commandant de la force, police, gendarmerie, armée, de rester dans l'ordre légal. Et on a connu des exemples, la quintessence des exemples de refus de l'ordre légal, c'est d'abord la séparation de l'Église et de l'État.
En 1906, le capitaine Couder de Fonlongue passe en conseil de guerre à Bordeaux pour avoir refusé de forcer les portes de l'église de Saint-Pierre-d'Irube pour l'inventaire. Il est acquitté, mais il est mis non-activité par retrait d'emploi. C'est-à-dire que le pénal ne le frappe pas, mais la carrière est terminée. Et alors, voilà, vous voyez, le fonctionnaire enfiévré par sa foi, c'est respectable, comme tous ceux qui font le sacrifice de quelque chose. Mais c'est très trouble pour l'État. Voilà ce qu'il écrit. « J'ai vu devant moi non pas seulement une église isolée, mais l'église tout entière qui domine l'univers. J'ai vu le lieu béni où vont se soulager sous l'œil de l'être suprême les douleurs et les peines de la vie. Et j'ai refusé l'obéissance pour ne pas fouler aux pieds les hosties consacrées qui sont le corps même de mon Dieu. » Fin de citation. Moi, je respecte ça. Là, c'est pas agressif. Il n'a tué personne. Il a dit « je ne peux pas agir ». Et il prend ses responsabilités. Mais c'est évidemment très troublant pour la République. D'autres officiers auront cette position, les capitaines Spiral, Éclairé, Langavant, le commandant Herry. Et puis, dans la Revue des Deux Mondes, il y a quelques années, il y a les lettres du lieutenant Carlo de Tricorno de Rose, qui sera un des grands inventeurs de l'aviation militaire française plus tard. Et lui, c'est intéressant, par rapport à Couder de Foulongue, il est plus subtil. Il dit « ma conscience ne peut pas me permettre de fracasser une église. Mais on va quand même essayer de concilier. » Ça m'intéresse parce que c'est peut-être l'attitude que j'aurais, si j'étais religieux comme lui, c'est peut-être, j'aurais essayé de concilier. Alors il écrit, le Tricorno de Rose écrit au curé d'Aussonville, où il va normalement devoir forcer les portes, et il lui dit si votre devoir, monsieur le curé, vous impose de ne céder qu'à la force, ne croyez-vous pas que la présence d'un gendarme ou d'un juge de paix frappant à votre porte, le déploiement des forces militaires qui seront présentes, constitue une raison suffisante de céder? Faut-il vraiment forcer les militaires à briser vos portes? Vous voyez, c'est une tentative de concilier sa non-engagement anti-Église et sa foi. Et je trouve que c'est très intéressant, même en dehors de l'Église. Pour les révoltés de la viticulture en 1907, certains régiments se solidarisent. Jaurès y met son grain de sel. On est en 1907, pas longtemps avant la guerre. Ces nobles et courageux soldats qui se sont refusés à commettre un meurtre contre leurs frères de misère. Et puis, la guerre de 14 encore, les troupes en Roumanie. Le capitaine Conan, le célèbre capitaine Coman de Roger Vercel, on explique bien que le commissaire du gouvernement en justice militaire est interpellé par le général qui lui dit « Bon, le capitaine Conan, vous allez le taper. » « Non, mon général, je ne requerrai pas la peine que vous me demandez pour le capitaine Coman. »« Comment, lieutenant? Je vous dis qu'il faut l'accuser, le briser, etc. » « Capitaine, mon général, je ferai mon devoir et si vous estimez que mes réquisitions sont insuffisantes, je vous demande de me retirer la fonction de commissaire de gouvernement de justice militaire. » C'est des fonctionnaires debout. Alors la clause de conscience, c'est très intéressant parce que c'est vrai que le législateur a admis que dans certains cas, certains fonctionnaires pouvaient avoir une clause de conscience, notamment les médecins hospitaliers qui ne veulent pas pratiquer d'IVG. Ça, c'est dans le Conseil constitutionnel, le 27 juin 2001, a dit on peut reconnaître une clause de conscience. Mais pour différentes raisons, j'ai connu la loi sur le mariage des personnes de même sexe et les maires, certains maires, disant jamais je ne célébrerai, les maires fonctionnaires, parce que pour l'état civil, vous le savez, c'est des fonctionnaires d'État. Ils n'agissent pas au nom de la commune, donc je ne confonds pas mes sujets. Le maire fonctionnaire d'État dit non, en conscience, je ne peux pas célébrer un mariage. Eh bien, c'est intéressant parce que le Conseil constitutionnel, et je dois dire, je partage totalement cette autre jurisprudence, a dit c'est différent de l'IVG. L'IVG, il s'agit de mettre terme à un projet, à une vie déjà naissante, j'entre pas dans le débat, et ça peut vraiment heurter, tandis que marier des personnes, on est officier d'état civil, on ne va pas commencer à dire je ne marie pas quand il y a une différence d'âge, je ne marie pas, je ne sais pas quoi, moi, on peut trouver des tas de critères subjectifs. Le Conseil constitutionnel a dit il n'y a pas de clause de conscience pour un officier d'état civil. C'est la République laïque et unifiée, tout le monde de même droit, dès lors que les conditions légales d'âge, d'indépendance, etc., d'absence de dol sont remplies. Et j'arrive à mon quatrième sujet,
Et il me reste 3 minutes. La réaction à l'ordre criminel. Alors c'est le réflexe ultime. C'est au nom de Dieu, je vous ai cité Doma, ou c'est au nom de la République, article 28 de la loi du 13 juillet 1983, on n'obéit pas, on a le devoir de ne pas obéir à un ordre illégal. Et alors, ça va de cette réaction à l'ordre criminel qui caractérise une fonction publique de l'ordre démocratique. Elle peut s'exprimer de différentes manières, j'en vois 3. La première, c'est l'hésitation devant l'ordre criminel. Vous êtes tous des héros, mais ceux qui ont connu l'ordre criminel un jour, eh bien, ils ont un temps d'hésitation. Souvent. Il y a ceux qui, comme ceux qui sont partis en juin 40 en Angleterre, qui n'hésitent pas un instant, mais la majeure partie des gens hésitent. Est-ce que je vais briser ma carrière et ma famille, de quoi elle vivra, et ceci et cela. Lorsque ne peut pas mieux symboliser à mes yeux cette hésitation ou tempête dans un crâne du fonctionnaire qui dit est-ce que je ne vais pas voir le caractère criminel de l'ordre, je l'applique, puis tant pis, c'est mon supérieur qui portera la responsabilité. Dans Coq en stock de Hergé, vous avez Rastapopoulos qui dirige le yacht Sherazade, et il aperçoit dans sa lunette Tintin et le capitaine Haddock qui sont sur un petit radeau où ils vont périr, c'est vraiment le radeau de la Méduse. Et le capitaine, dans son uniforme blanc, dit à Rastapopoulos, on a repéré des naufragés, monsieur l'armateur, enfin le patron, on déroute le bateau pour aller sauver. Et Rastapopoulos dit non, on continue. Et regardez ce soir Coq en stock, regardez la tête de ce qui pour moi symbolise le fonctionnaire. Dans la brutalité de l'ordre criminel, il a le souffle coupé et il ne donne pas l'ordre quand même de dérouter, il obéit. Et s'il n'y avait pas d'autres circonstances... C'est les passagers qui les repèrent. Voilà. Les passagers disent « Ah oui, on a vu... » Alors là, Rastapopoulos, 180 degrés, mais on était en train de dérouter. Alors je suis en admiration devant la science de mon voisin. Donc, mais monsieur le marquis, je vous dis de continuer. Continuez. Pas un mot de cela aux passagers. Les passagers se réveillent. Il faut toujours se méfier des passagers. Les passagers, c'est les citoyens aussi. Deuxième, et j'ai presque fini, deuxième manière de réaction à l'ordre criminel, la vérification, l'explication, la dénonciation. Il y a un arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme de 2008, Guja contre Moldova. Guja, c'est un jeune procureur qui avait découvert des choses horribles dans sa hiérarchie et en Moldavie. Et la Cour européenne des droits de l'homme, dans un arrêt génial, on n'a pas mieux fait en France, en Allemagne, en Grande-Bretagne depuis que d'appliquer cet arrêt, il décrit ce qu'un fonctionnaire doit faire face à un ordre criminel. C'est-à-dire d'abord aller voir son supérieur en lui disant changer d'ordre, et puis si le supérieur ne peut pas, aller voir une inspection interne, etc. Si l'inspection ne répond pas, aller voir le Parlement. Si le Parlement ne répond pas, porter dans le public. Il y a tout un mode d'emploi, des mesures graduées que peut faire un fonctionnaire pour se libérer de la hiérarchie. Vous me suivez ? C'est pour ça que j'ai écrit la première biographie de Georges Picard, Wunderkind de l'armée française, le plus jeune lieutenant-colonel de l'armée française en 1895, chef des services secrets, programmé pour être chef d'état-major, polyglotte, il lit Shakespeare, Dante, Tolstoï, et j'en passe dans le texte. C'est l'intégrateur de la musique de Gustave Mahler, dont il est un ami en France, un personnage totalement hors du commun. Et quand il voit qu'il a trouvé la preuve de l'innocence de Dreyfus, plutôt la culpabilité d'Esterhazy, enfin, il est le seul au monde à avoir la pièce qui peut prouver l'innocence de Dreyfus qui est en train de mourir dans les îles. Et là, c'est binaire. Ou bien je le détruis, la pièce, et je deviens chef d'état-major 10 ans après. L'armée a toujours programmé ses carrières. Ou bien je ne le détruis pas, et j'applique un siècle avant Guja contre Moldova. Je vais voir mon chef d'état-major. Si le chef d'état-major ne veut pas, je préviens le Parlement. Si le Parlement ne réagit pas assez vite, je vais faire la presse. Et c'est l'application de Guja contre Moldova un siècle avant. Et ça ne va pas tout seul parce qu'on essaie de le mener en bateau. On lui dit oui, vous avez bien fait de trouver cette pièce, c'est très intéressant. Quand une administration supérieure vous dit c'est très intéressant, alerte rouge. C'est très intéressant, il faut continuer les recherches. Alors, en langage français, ça veut dire enterrez-moi ça vite. Et lui, volontairement, ne comprend pas ça. Et puis, il y a la révolte contre un ordre criminel. Alors ça, c'est la révolte du résistant, au sens où vous l'avez utilisé. C'est celui qui dit non, absolument, ça ne se discute pas. Je ne suis pas là pour commettre des crimes.
Dans Tintin chez les Soviets, vous avez la métaphore, là vraiment, heureusement, très rare sur les fonctionnaires qui rencontrent ça dans les États démocratiques, mais personne ne peut dire qu'il ne le rencontrera pas. Tintin s'est engagé dans un bataillon de la GPU qui pourchasse les koulaks. On ordonne à son détachement de mettre un koulak à la torture. C'est dans l'album de 1920 ou 30, là, hein, c'est par là. Tintin sort du rang. Vous n'avez pas le droit de faire ça, dit-il au chef de détachement. Le chef de détachement réagit aussitôt, je cite, « Qu'on fusille cet uluberlu pour lui apprendre à respecter ses supérieurs ». Bon, c'est Tintin, il s'en sort, mais vous ou moi, on ne s'en serait pas sorti. Donc ça, c'est l'héroïsme de celui qui, comme le père Kolb au camp de concentration, sort et dit non, je n'accepte pas ça, au risque de sa vie. Ce refus de l'ordre criminel est un devoir légal, je l'ai dit. Je conclus. Soyons sans illusion. Ce sujet de la désobéissance est un sujet grave parce que le monde est brutal. Vous m'accordez encore une minute. Dans les archives de la Ve République, vous avez un passage, beaucoup de passages extraordinaires, une interview de Pierre Messmer qui revient sur son temps de gouvernement. Et il raconte comment il a viré 2 professeurs qui avaient désobéi, qui n'étaient pas n'importe quel professeur, à l'école polytechnique. C'est Pierre Messmer, grand serviteur de l'État, légionnaire, héros de la République. Bon. Mais ça montre le décalage qu'il peut y avoir par rapport à certaines conceptions où il est facile de vivre sa fonction publique. Messmer parle. À propos de procédure, il y en a une, mais c'était un peu avant qu'il y a eu son heure de célébrité. Vous voyez le ton un peu désinvolte de Messmer. Lorsque 2 professeurs à l'école polytechnique, Laurent Schwartz, le mathématicien, et Emmanuel Leroy-Ladurie, avaient signé l'appel des 121, guerre d'Algérie, qui, comme vous le savez, était un appel à l'insoumission, je les ai convoqués et je leur ai dit « On ne peut pas être professeur dans une école militaire et appeler à l'insoumission. Alors, je vous révoque. » Fin de citation. Je l'ai fait sans aucune des garanties exigées, sans convoquer le moindre conseil, etc. Et Messmer poursuit. Ils ont eu, pour la petite histoire, des réactions tout à fait différentes. Emmanuel Leroy-Ladurie a fait un recours au Conseil d'État, qui, naturellement, 2 ans plus tard, a abouti à l'annulation de ma décision de révocation, ce qui était normal, ce qui n'avait d'ailleurs aucune importance, parce qu'entre-temps, il avait atteint la limite d'âge. Entre parenthèses, rire. Quant à Laurent Schwartz, qui à l'époque était encore communiste, il m'a dit « Je conteste votre décision, mais si j'étais à votre place, j'en aurais fait autant. » Entre parenthèses, rire. Et d'ailleurs, quand la guerre a été finie, je l'ai réintégré à l'école polytechnique car c'était un grand mathématicien. Enfin, vous voyez, là, c'est l'homme politique qui parle de serviteurs, même presque de servants. Il les traite comme sans beaucoup de dignité, avec rire. Le rire, c'est crucifiant pour un fonctionnaire attaché à la République. Donc il y aura toujours des brutaux dans l'obéissance forcée, Messmer, et aussi dans la désobéissance. Parce qu'il y a des désobéissances meurtrières. Je vous ai dit que j'étais attentif à la Creuse. Le 17 juillet 1944, un groupe de maquisards est sur le sud du département, pas très loin de Jansiou, là, de mon monument aux morts de 1914. Et le chef des maquis dit si il y a une force allemande qui approche, qui est importante, vous ne tirez pas, vous n'ouvrez pas le feu parce que vous serez écrasé. Et il y a des résistants qui voient une colonne arriver, ils ouvrent le feu avec 2 mitrailleuses, les Allemands reculent, mais reviennent avec des obusiers et arrosent à fond le massif. 10 morts chez les résistants, autant de prisonniers, de déportés, etc. Il y a une stèle qui est là, aux morts du 17 juillet 1941, et les revues historiques creusoises titrent ça « Une tragique désobéissance ». Donc le monde est brutal, tantôt la désobéissance peut sauver l'honneur, tantôt elle peut tuer. Mais, et je termine par une note d'optimisme qui n'est pas feinte, qui n'est pas pour doper ma conclusion, c'est vraiment ce que je crois, c'est qu'il y aura toujours des justes, Saint-Martin de Vésubie, dans les Alpes-Maritimes, en septembre 2016, commune membre des villes et villages des Justes de France,
parce que c'est fait partie de ces villages qui muaient quand il le fallait, désobéissaient à tout, y compris les gendarmes, le maire, pour accueillir des juifs persécutés. Il y en a plusieurs dans la Creuse, des gens qui ne parlent jamais de leur affaire. Et puis un jour, on voit une célébration. Il y a des petits-enfants qui étaient sauvés dans l'école contre tous les règlements du moment et qui reviennent, sont professeurs aux États-Unis, etc. J'ai assisté à une cérémonie il y a peu de temps. C'est tout à fait bouleversant. Ça, c'est la France qui ne bouge pas, qui ne demande rien, et on est obligé d'aller la chercher pour lui donner le titre de juste. Il y aura toujours des Andras Baka, le président de la Cour suprême hongroise, c'est tout près de chez nous, c'est dans l'Union européenne, qui est licencié comme un vulgaire ouvrier qu'on veut priver de son travail. Simplement, c'était le président de la Cour suprême et c'était la première force démocratique en Hongrie. La Cour européenne des droits de l'homme lui donnera raison, mais il n'est plus président de la Cour suprême. Il y aura toujours un article 2 de la Constitution de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui comprend dans les grands principes de notre République, c'est notre Constitution, la résistance à l'oppression. Et il y aura toujours le slogan de l'armée allemande aujourd'hui, Das Gewissen ist die Grenze, la conscience est la limite. Merci.